Un des enjeux, vous l'avez dit, c'est la capacité à modéliser et à visualiser l'information en réseau, notamment pour industrialiser l'intelligence économique, donc pour aller plus vite, pour reprendre les propos de Christian Nibourel. Pour parler de ce sujet, j'appelle Apolline Ekpers et Pierre Nouguet. Apolline Ekpers, Managing Partner chez Siebel Angel, et puis membre également de la délégation de G20 Young Entrepreneurship 2017. Pierre Nouguet, président d'Ecosys Group et cofondateur de Citizen Entrepreneur. Bonjour, à vous d'opérer, si j'ai bien compris. Avec ta présence. Avec ma présence. Allez-y, et je vous laisse démarrer. Vous voulez un top chrono? Vous voulez un petit mot d'encouragement? On a confiance en vous. On a confiance et je pense que ça va bien se passer. Très bien. Du coup, Apolline Ekpers, bonjour à tous et à toutes. Je représente la société Siebel Angel, qui est une société française qui a été créée en 2013 et qui est spécialisée dans la cybersécurité. On travaille avec toutes sortes d'entreprises en France, que vous pouvez voir ici et puis dans le monde. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une technologie propriétaire qui instrumentalise l'intelligence artificielle pour aller scanner les endroits un petit peu étranges d'Internet pour aller trouver des fuites d'informations. Donc la manière dont on s'est construit, et c'est important pour notre sujet de visualiser et modéliser l'information en réseau, c'est qu'on considère qu'auparavant, les données de l'entreprise, elles étaient concentrées dans un même périmètre. C'était les systèmes d'information de l'entreprise. C'était donc assez simple de les sécuriser. Cependant, aujourd'hui, il y a vraiment tout un réseau d'acteurs qui entourent l'entreprise, qui sont extrêmement divers, qui sont des parties tiers, que ce soit des partenaires, des suppliers, des employés, etc. Et toutes ces personnes-là, elles manipulent de la donnée de l'entreprise. Donc la donnée, en fait, elle est partie dans toutes sortes d'autres systèmes d'information, tout un réseau dont les contours sont extrêmement flous pour l'entreprise aujourd'hui, ce qui pose problème en termes de sécurité. Et ça fait bien sûr le bonheur de toutes sortes d'attaquants, que ce soit des hackers, des cybercriminels, ou même des groupes étatiques qui s'intéressent de très près à l'activité des entreprises dans tous les pays. Donc aujourd'hui, l'entreprise, c'est un vaste réseau dont les contours sont très flous à déterminer parce qu'elle est entourée de tous ces acteurs qui gravitent autour d'elle et qui ont en leur possession toutes sortes de données extrêmement sensibles. Donc l'entreprise aujourd'hui, elle est entourée d'objets connectés qui se promènent sur le réseau, qui ne sont pas forcément sécurisés et qui contiennent plein de données. Et elle est également entourée, et là c'est plus problématique, par des acteurs malveillants qui eux aussi s'organisent en réseau. Alors, 50 milliards, c'est le nombre d'objets connectés qu'on aura sur la planète en 2020. C'est une estimation. Et ces objets connectés, ils sont extrêmement divers. Aujourd'hui, vous en avez toutes sortes qui vous accompagnent dans votre quotidien, des montres connectées, des bracelets Fitbit si vous aimez le sport, etc. Et puis toutes sortes de gadgets, comme vous pouvez voir ici, des vélos de fitness, tables de massage, yachts pour les plus aisés, etc. Tout ça connecté. Ça touche aussi des systèmes industriels. Et ça, on le sait très bien, il y a toutes sortes d'industries qui sont représentées ici. Là, vous avez des exemples d'objets connectés médicaux. Vous en avez des exemples qui sont impliqués dans la reconnaissance de l'identité des personnes. Et là, vous pouvez imaginer déjà les problématiques que ça pose. Et puis, celui que je préfère, c'est celui qui est du coup à droite de l'écran. C'est relatif à la Smart City. Donc ici, vous avez complètement ouvert en ligne une interface qui vous permet de gérer l'électricité qui alimente une ville. Et vous avez un gros bouton qui est entouré en rouge, qui s'appelle Interrupt, qui vous permet donc de couper toute l'électricité dans la ville. Vous avez également des problématiques de surveillance pour les objets connectés. Là, ce qu'on voit ici, c'est toutes sortes de caméras qui sont utilisées, qui sont connectées pour surveiller différents endroits, que ce soit des usines, des entreprises ou même des infrastructures un petit peu sensibles comme des aéroports. Parfois, c'est même de la surveillance publique. Là, vous avez un système qui vous permet d'enregistrer toutes les plaques d'immatriculation des voitures qui passent à un feu rouge. Et enfin, les objets connectés sont également utilisés pour faire du stockage de données. Ceux qu'on a vus avant déjà stockent de la donnée personnelle, mais vous avez aussi toutes sortes d'objets qui sont utilisés par les entreprises pour stocker de la donnée de type business. Et c'est ce qu'on trouve un petit peu tous les jours chez Siebel Angel qui traînent un petit peu sur Internet. Vous avez par exemple des exemples de contrats, des NDA extrêmement confidentiels, et à côté vous allez trouver le dossier qui est justement sous NDA qui est complètement ouvert.
vous avez des exemples de systèmes industriels. Ça, c'est un morceau de plan d'un moteur d'avion qui n'était pas encore sorti, qui était en cours de construction, qui était disponible. Vous avez des systèmes d'information, vous avez la cartographie de toutes les machines qui se parlent entre elles sur un réseau, puis à côté, vous avez bien entendu les mots de passe pour accéder à toutes ces machines. Sécurité physique, ça c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Vous pouvez aussi trouver des plans comme celui-ci, où vous voyez dans la légende à côté tous les systèmes de sécurité qui sont utilisés dans ce bâtiment, donc les caméras, le câblage. Il me semble que c'était un magasin, donc vous aviez également l'endroit où sont stockés tous les fonds, donc toute la monnaie, etc. Donc là, c'est pour un magasin, vous pouvez le trouver aussi pour des aéroports. Donc là, vous avez un plan d'aéroport, et si vous regardez la légende, vous avez toutes les caméras de l'aéroport qui sont très détaillées, et vous savez exactement où elles sont. Donc, à votre avis, quel est le point commun entre tous ces objets connectés que je vous ai montrés? Bon, la réponse n'est pas très compliquée. Si je vous ai montré ces objets, c'est tout simplement parce qu'ils étaient complètement ouverts, et donc ces objets, ils sont tous non sécurisés. C'est tous des exemples qu'on a trouvés, nous, sur le web, donc complètement ouverts, que ce soit l'exemple de la Smart City, que ce soit le vélo d'appartement, ou que ce soit les objets qui permettaient de stocker des données comme les plans du moteur d'avion, etc. Ils sont tous non sécurisés, donc il y a des acteurs comme nous qui vont aller les trouver. Il y a toutes sortes de chercheurs. Donc là, par exemple, vous avez un chercheur qui a fait énormément de bruit il y a 2 ans à une conférence de cybersécurité qui est très connue, qui s'appelle la Black Hat, qui en fait a montré avec son MacBook Pro comment en fait on prenait le contrôle d'une voiture connectée. Donc là, vous le voyez, en fait, il est en train avec son ordinateur d'allumer les clignotants. Après, il prend le contrôle des essuie-glaces. Il allume les jets qui permettent de nettoyer le pare-brise, etc. Bon, je ne vais pas continuer la vidéo parce qu'elle est assez longue, mais ensuite on le voit qui prend le contrôle du volant, du frein, de l'accélérateur, etc. Ça avait fait une polémique énorme, c'est ce qui a poussé notamment Chrysler à rappeler un énorme nombre de voitures qui étaient tous vulnérables comme ça. Donc vous avez des chercheurs qui les trouvent, mais il n'y a pas que eux, et c'est là le point de l'intervention. Pourquoi est-ce qu'on veut modéliser et visualiser cette information? C'est parce qu'il y a toutes sortes d'acteurs malveillants qui trouvent aussi ces objets connectés et qui vont les utiliser. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière. Si vous avez un peu suivi l'actualité en cybersécurité, il y a eu une énorme attaque qui a été appelée Mirai et dont la presse a fait beaucoup d'écho, dans laquelle les attaquants ont pris le contrôle de toutes sortes de caméras qui étaient non protégées pour attaquer le backbone d'Internet aux États-Unis, tous les serveurs qui permettaient d'avoir accès à des services très connus comme Twitter, Netflix, etc., qui ont été complètement inaccessibles pendant plusieurs heures. C'est aussi ce qui s'est passé avec WannaCry cette année, où vous avez également donc, des objets connectés qui ont été vecteurs d'une énorme attaque en masse. Chez Siebel Angel, on voit aussi des cas d'exploitation qui sont extrêmement réels de toutes ces données non protégées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré une cartographie des systèmes d'information, des machines connectées entre elles avec tous les mots de passe. Bon, on a remonté quelque chose de très similaire à l'un de nos clients, et vous aviez donc tous les serveurs, tous les logiciels, tous les mots de passe, etc. Ils ont fait fermer le serveur sur lequel ces données étaient non protégées, et ils ont changé tous les mots de passe. Heureusement, parce que 2 semaines après, leurs machines, les mêmes, celles qui étaient indiquées sur la carte, se faisaient attaquer par des adresses qui venaient de pays, on va dire, un petit peu louches à l'est d'ici, qui ont utilisé exactement les mêmes mots de passe que ceux qui étaient indiqués sur les documents qu'on a trouvés. Donc il y a des gens qui ne sont pas forcément comme nous, Siebel Angel, qui vont aller chercher ces données et qui vont s'en servir pour vecteur d'attaque. Un cas d'attaque plus physique, vous vous souvenez les plans tout à l'heure que j'ai montrés avec les caméras, les systèmes de sécurité. Bon, on a remonté quelque chose de similaire à un de nos clients qui travaille dans la grande distribution et pour qui vous aviez donc un plan très sympa avec un petit détail croustillant qui était l'épaisseur des murs. On leur a remonté ce plan, pareil, ils ont fait fermer le serveur, etc. 2 semaines après, le même magasin se fait attaquer et les cambrioleurs ont utilisé quoi? Ils ont percé un trou à l'endroit le plus fin du mur. Donc il y a vraiment des gens qui cherchent ce genre de détails. Et le dernier, c'est mon préféré, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. On a trouvé pour un de nos clients dans le secteur automobile un objet connecté qui n'était pas protégé, sur lequel vous aviez une agence de marketing qui avait stocké toutes sortes d'études de marché et de données financières sur notre client, qui étaient extrêmement détaillées. Donc on a pensé, tiens, notre client a travaillé avec une agence de marketing et l'a embauché pour faire des études de marché. Et en fait, en grattant un petit peu, on s'est rendu compte que pas du tout. Cette agence de marketing avait été en fait embauchée par le concurrent de notre client, qu'il avait mandaté justement pour faire de l'espionnage économique. Arroseur arrosé, ça a été stocké sur un objet connecté non protégé, ça a été découvert.
Et donc, tous ces objets connectés qui se trouvent en réseau et qui partagent de la donnée de manière complètement ouverte sur des réseaux dont les contours sont très flous, comme on l'a vu avec ces exemples d'instrumentalisation de la donnée et d'attaque, en fait, ils sont pris en compte par des acteurs qui, eux aussi, s'organisent en réseau. Et on les voit, pareil, c'est des acteurs qui sont soit de très faible niveau technique, ce qu'on appelle les script kiddies en cybersécurité, c'est des petits acteurs qui sont très nombreux, qui ont des petites compétences et qui vont un peu aller embêter toutes sortes de grands acteurs économiques. Ils s'organisent en réseau. Là, vous avez une analyse de réseau social qu'on avait faite sur un groupe qui avait été connu pour attaquer Total en 2015 et pour voler des bases de données clients. Et vous voyez très bien comment ils sont organisés en termes de réseau, quels sont leurs amis, quelles sont leurs relations et comment ils se sont construits. C'est la même chose pour des groupes beaucoup plus étatiques comme APT28, c'est un groupe dont on a entendu parler quand il y a eu le piratage de l'affaire, le piratage de TV5 Monde. C'était le groupe qui était à l'origine, soi-disant, de ce piratage. C'est aussi un groupe qui s'organise en réseau. C'est la même chose pour les cybercriminels. Alors là, c'est pas du tout un dessin abstrait, c'est la visualisation d'un réseau, d'un forum sur lequel vous avez toutes sortes de cybercriminels russes qui se spécialisent dans la vente de données volées. Chacune des patates, entre guillemets, représente une activité de ces cybercriminels. Donc vous avez ceux qui sont en violet et vert qui sont spécialisés dans la vente de données bancaires et ceux qui sont en rose qui sont spécialisés dans la vente de données personnelles, passeport, carte d'identité, etc. Et lorsque vous utilisez différents algorithmes d'intelligence artificielle, vous arrivez à visualiser quels sont leurs rôles, comment est-ce qu'ils parlent, quelles sont leurs émotions, pourquoi est-ce qu'ils sont là, quelles informations ils polarisent. Et vous pouvez distinguer, par exemple, ici, les vendeurs. Vous pouvez voir aussi les acheteurs. Vous pouvez voir aussi les gens qui ont de l'influence. Tout ça, c'est des cas d'application de l'intelligence artificielle pour justement arriver à visualiser mieux ces communautés d'attaquants qui sont organisées en réseau et savoir comment ils fonctionnent. Donc le sujet, c'était un sujet assez long que vous voyez ici, modéliser, visualiser l'information en réseau, etc. Donc l'idée ici, c'est de montrer que vous avez toutes sortes d'objets connectés qui publient toutes sortes d'informations autour de l'entreprise dont le contour est de plus en plus flou. Ces données, elles peuvent être instrumentalisées par toutes sortes d'acteurs malveillants qui, lorsqu'ils arrivent à instrumentaliser ces données, peuvent engendrer des dommages considérables à une entreprise. Donc, toutes ces données éparpillées, elles se retrouvent sur des objets connectés et c'est toutes sortes de réseaux d'attaquants qui vont aller justement chercher ces données et les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut visualiser cette information, il faut redéfinir ces contours qui sont très flous aujourd'hui de l'entreprise afin justement de pouvoir sécuriser tous ces objets connectés, devices, etc., qui véhiculent de la donnée sensible afin de mieux anticiper toutes les attaques. Et donc, le fin mot ici, c'était vraiment de travailler avec vous, surtout dans un organisme comme le CESE où on travaille ensemble pour des prises de conscience collectives. Là, c'était l'objet de, je pense, cette intervention. C'était de prendre conscience que les contours de l'entreprise sont de plus en plus flous, qu'il y a toutes sortes d'objets connectés qui fuitent cette donnée et qu'il faut intégrer afin de mieux en fait, anticiper les menaces et les nouveaux attaquants qui eux-mêmes s'organisent en réseau. Merci Apolline. 12 minutes 24 secondes et 90e. On a 30 minutes. On va essayer de conserver ce qu'on s'était dit. 10 minutes pour toi, 10 minutes pour moi et 10 minutes pour questions-réponses. Quand on a préparé cet échange avec Apolline, d'abord on a constaté qu'on avait tous les deux pères qui étaient au service de la nation, deux pères militaires. Ensuite, je me suis aperçu que j'avais l'âge de son père, donc effectivement, c'était un peu plus difficile. Mais on s'est tout de suite bien entendu et on a décidé de faire une présentation complémentaire. Et donc, je vais faire la présentation en lançant le chrono pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Je suis entrepreneur, je viens de la data, j'ai eu la chance de faire une introduction en bourse sur le Customer Relationship Management, donc la fidélisation client. J'ai pris 2 ans de break et ensuite je me suis intéressé à la notion d'écosystème, puisque en fait tout le monde parle des écosystèmes et quand il s'agit de le modéliser, c'est plus compliqué. Et quand on a créé Ecosys avec mon associé Olivier Duverdier, on a décidé de ne pas créer une entreprise, mais un réseau d'entreprises. Et pourquoi? Parce qu'on est parti de la notion d'écosystème. Or, un écosystème, c'est une association d'êtres vivants. Et quand on parle de neurones, de réseaux, passer par le vivant pour monter un projet d'entreprise, c'est ce qui nous a motivés il y a 7 ans. Aujourd'hui, le réseau Ecosys, c'est 450 entreprises, 85 partenaires. Et des entreprises, je parle là des PME, je ne parle pas des grands groupes, mais de toute la composition qu'on a pu faire avec des entreprises qui sont dans le domaine de la sûreté, de la sécurité, de la défense, de l'énergie, de la mobilité, de la construction.
L'ensemble du réseau de 450 entreprises a un cœur de 45 entreprises qui sont toutes à des taux de croissance de plus de 50 ou 100%. Et notre sujet, c'est la transformation numérique et environnementale des entreprises. Et c'est pour ça qu'on est passé par le vivant. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans cette entreprise, ces sérieuses entreprises, au service d'entreprises publiques ou privées, de la défense civile ou militaire, mais également de petites, puisqu'on travaille pour des petites entreprises. L'Europe nous finance pour tester notre approche. Donc, je me retrouve dans l'approche organique des petits, moyens, grands, publics, privés. On fait deux choses, du back-office et du front-office. Alors, je sais que j'utilise un terme, mais on va voir comment on va voir par rapport à ça. En fait, ce qu'on fait chez Ecosys, c'est ça. Alors certains pourraient voir de la peinture, pourraient voir de la création, mais on est bien au cœur de ça toute la journée. C'est-à-dire qu'on est dans les réseaux de réseaux, dans les neurones, dans le système d'information qu'a très bien décrit Pauline, et bien évidemment on a besoin d'entreprises comme celle d'Apolline pour vérifier la sécurité. Mais je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut imaginer derrière tout ça. C'est les connexions que vous avez dans vos réseaux d'entreprises, au niveau international, au niveau français. Et l'IA dans laquelle on est, c'est qu'il faut y aller dans ces réseaux. Il faut les programmer. Il faut voir là où il y a les trous, là où il y a le bleu, là où il y a le rouge. Et en fait, il faut être capable d'interopérer. Pour ne pas s'y perdre, le mieux, c'est de passer par les sciences du vivant. Parce que là, vous avez un cortex de rat devant vous. Donc vous imaginez le cortex humain ou le cortex de n'importe quel élément. Ça nous apaise de penser que le vivant était bien là avant nous dans la réflexion que nous sommes en train de faire. Première idée. Deuxième idée, le back-office, c'est bien, mais le front-office, c'est mieux. C'est-à-dire que finalement, notre sujet, c'est de faire que notre pays se dote de salles de réunion augmentées. Moi, j'ai un de mes vœux, j'adore le CESE, je suis cofondateur d'une association qui est installée ici, qui s'appelle Reporters d'Espoir, mais j'adorerais que dans moins d'un an, le CESE soit occupé avec des outils ici dans cette salle, où il y ait des ordinateurs devant chaque table, où vous puissiez interopérer et totalement changer la façon de collaborer des membres du CESE. Pareil à l'Assemblée nationale, pas dans 3 ans, pas dans 4 ans, maintenant. Le changement est à faire maintenant à une vitesse exponentielle. Et peu importe si on fait bien ou pas la chose, ce qui est important, c'est qu'on essaye, qu'on soit dans des boucles courtes, qu'on aille très vite, qu'on change, qu'on soit efficace. On l'a bien vu, on a plein d'entreprises françaises qui sont sur ces points de vue. Donc, le back-office, c'est les systèmes d'information. Le front-office, c'est ces salles de réunion augmentées où il faut que tous les COMEX, tous les ministères, mais pas que les dirigeants de ces COMEX ou de ces ministères, mais également les opérateurs, soient dans l'usage. Il faut qu'on soit dans l'usage, il faut se jeter à l'eau, il faut qu'on touche du doigt le fait de savoir si on se sert de nos iPhones, si on se sert de nos tablettes, si on est capable d'interopérer, et bien évidemment avec le talent d'entreprises comme celle d'Apolline et d'autres. Pourquoi il faut faire ça? Parce que même si notre ami n'aime pas Laurent Alexandre, nous sommes en guerre. Et cette guerre, elle est terrible, parce qu'on ne la voit pas. Alors certes, on entend parler de Daesh, on entend parler des morts, mais la bataille, elle est beaucoup plus sordide que ça, elle est beaucoup plus difficile, beaucoup plus invisible que ça. Ceux qui ont connu la guerre froide savent qu'elle est importante. Et là, vous avez effectivement une bataille où chaque jour est compté. Où chaque jour est compté, où chacun de nos bataillons sont importés. Alors soit on fait de la menace et on a peur, on se dit, ils parlent de ça parce qu'ils sont des enfants de militaires, soit on se dit non parce qu'on a conscience et parce qu'on veut la transformation de notre pays. On veut le faire changer tout de suite maintenant, en ayant bien évidemment l'ensemble de notre peuple derrière nous et pas simplement celle des élites. Mais on est bien en guerre, et c'est une guerre du numérique qu'il faut gagner où chaque jour compte. Alors pour ça, il faut qu'effectivement on utilise des mots nouveaux. Il faut qu'à l'école, à chaque personne, et bien évidemment, vous pourrez faire le test dans vos dîners en ville, qui connaît la définition de l'algorithme? On en a tous parlé, mais qui connaît vraiment la définition de l'algorithme? Pourquoi dans nos écoles, nos profs, tous nos profs, mais également nos petites mairies, tous les endroits, l'algorithme, effectivement, vous voyez, c'est un ensemble de règles pour résoudre un problème. Et il y a des problèmes partout, dans toute la France et dans tous les pays européens. Donc à partir du moment où on se dit que le numérique nous permet en tout cas de commencer à poser la question de résoudre un problème et de trouver des solutions ensemble, ensuite on le traduit en informatique, mais qu'on puisse partir des problèmes, que ce soit ceux qui y a en Catalogne ou ceux qui y a ailleurs, mais qu'on est capable de les résoudre, parce qu'en tout cas on peut débattre avec le peuple et un certain nombre de personnes sur ces sujets que ça n'appartient pas qu'aux élites. De la même façon, sur l'IA, on en a parlé, je vais passer rapidement, on n'est pas à définir un processus d'IA, mais on peut dire que l'IA aussi, c'est l'intelligence des machines et des objets. Comme ça, tout le monde comprend que tous ceux qui utilisent leur téléphone portable, déjà les machines et les objets. Après, les technologies d'IA, on en reparlera, mais ça séduit un certain nombre de personnes. Et c'est pour ça qu'on a lancé une initiative. On parle de programme, mais ce n'est pas le bon mot, programme. C'est une initiative, et elle est marquée dans le mauvais sens. Parce que quand vous lisez ce programme, on parle de 30 grands groupes et lieux de la République, 15 grands groupes industriels et 15 lieux de la République, et 300 PME qui se lancent dans une initiative de faire que notre pays, dans les 3 prochaines années, transforme ses usages. Pas simplement ses technologies, ses usages.
que le président de la République a à gérer la complexité de la 5e nation économique mondiale dans des interfaçages avec le monde entier. Donc vous imaginez la première image que je vous montrais, le réseau de neurones qu'il faut qu'il ait. Eh bien, il faut qu'il ait des adjoints qui lui simplifient la donne. Il faut qu'il lui facilite les éléments avec tout ce qu'on est en train de faire en termes d'intelligence artificielle. Pourquoi je dis que c'est à l'envers? Parce que finalement, ce sont 300 ETI, PME, pôles de compétitivité, start-up de notre pays qui vont inspirer, et Christian l'a bien dit, notre nation et les grands groupes industriels et les grands lieux de la République. Et finalement, je vous demande juste de retenir une chose. Je vous dis 330, mais je pourrais vous dire 3300 ou 30 000, 3000. Parce qu'en fait, on est la 5e nation mondiale. Et on a un écosystème de PME, de start-up, partout en France, dans nos pôles de compétitivité, qui avance à une vitesse hallucinante. Et le temps est compté. Et en fait, il ne faut plus raisonner à des boucles 3 ans, 4 ans. Il faut raisonner à des boucles d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 semaine. Et il y a des gens qui produisent du changement. Et c'est là où il faut être dans ces salles. C'est là où il faut toucher du doigt la façon d'avoir des jeunes femmes comme Apolline qui sont déjà dedans extrêmement opérationnelles. Alors l'autre élément, c'est pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas de vision technologique sans vision stratégique. Et là, on a encore du pot. Je le sais bien dans les engagements qu'on a fait avec Citizen Entrepreneur. On a du pot. On a un basculement de notre pays qui vient de se faire. Vous voyagez tous dans le monde entier. Tous les gens sont fascinés par notre nouveau président, sa façon de parler des choses. Alors on peut avoir un point de vue, être contre ou pas, mais ça c'est un fait. Alors qu'on était des ringards de partout, finalement on est en train de dire hyper moderne, hyper pointu. Alors si on rajoute une brique d'intelligence artificielle, ça va faire sens. Donc la première chose, et c'était le complément de la présentation, c'est que tout ce qu'on est en train de faire chez Ecosys, chez Cybelle Angel, chez Iseop et chez tout ça, c'est la fierté collective. La fierté collective qui dit « Entrepreneur is a French word », ce qui nous a amené à créer avec Jean-Pierre et toute l'équipe et Grégoire, Citizen Entrepreneur il y a 10 ans. « Entrepreneur is a French word ». Et ensuite, « France is back » et « Europe is back ». Et pourquoi? Parce qu'elle a réfléchi sur le sens bien avant que M. Macron arrive et bien avant qu'un certain nombre de personnes. C'est celle du siècle des Lumières. C'est-à-dire le projet que nous partageons, c'est celui d'un monde inclusif, d'une société française et d'une Europe inclusive. Ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, donc ce n'est pas la peine de le refaire. Cette vision inclusive, c'est un modèle économique, social et environnemental qui est capable de répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Et pour ça, l'IA va nous aider, parce qu'on va réfléchir plus vite, de manière plus augmentée et de manière plus pertinente. Et c'est pour ça que partout dans le monde, on arrive à voir ça qui est rentré. Come to France, venez chez nous. Venez chez nous avec un homme qui est là comme entrepreneur. Oui, je prends un pari, je m'engage également, qui a dit, la nuit où le président Trump lui a dit « on quitte l'accord de Paris », qui est un élément majeur de la transformation, pas simplement numérique, mais environnementale, a dit bah, « écoutez, nous, on vous propose une chose. Nous, la France, pendant les 5 prochaines années, on va faire que « make our planet great again ». Et je voulais, en complément, et pour qu'on crée les débats derrière, vous montrer combien on pouvait être très, très précis dans la technologie. Je vous invite à venir voir les sujets sur lesquels on travaille, nous, chez Ecosys, pour faire le cortex du rat avec un certain nombre de personnes et le front office avec les systèmes opérationnels. Mais c'était en complément de réfléchir sur ce qui fait sens et ce qui nous unit plutôt que nous désunit, ce qui nous rend fiers et ce qui nous rend passionnément déterminés à réussir cette bascule de l'intelligence artificielle au service de l'être humain. Merci à tous. Voilà. Merci à tous les deux. On a vu un exemple très précis avec des applications, un discours plus de vision. Et je propose maintenant de poser quelques questions à nos intervenants, soit pour avoir le volet plus de vision de votre part et peut-être des éléments plus précis, concrets, si vous le souhaitez, de la part de Pierre Nouguet, qui peut aussi aller très loin, très profond dans la mécanique et la mise en œuvre, qui n'est pas également uniquement un visionnaire, mais également un metteur en forme et en application. Qu'est-ce qui souhaite intervenir à ce stade-là? N'hésitez pas. Attendez une petite seconde, que c'est plus confortable et agréable pour tout le monde de vous entendre avec un micro. Merci. Bonjour, Daniel Meniscalco, donc de Source Originelle. Nous avons créé une solution cognitive et digitale de formalisation des concepts innovants, et je vous remercie tous les deux, tous les trois et les autres intervenants de ces échanges. On parle d'économie de la connaissance. Moi, je commence à parler d'économie de la conscience. De la conscience? De la conscience, parce que la connaissance génère toujours la conscience. La question que je souhaiterais vous poser, c'est dans cette perspective de développement économique et sociétal qui impacte avec la transformation digitale toutes nos sociétés, pas uniquement entrepreneuriales, mais civiles et sociétés humaines,
Comment voyez-vous, je dirais, les dynamiques ou les perspectives de création de nouvelles activités de richesse? C'est un petit peu de temps pour réfléchir. Non, je plaisante. Autre intervention? Voilà. Après, on terminera la séquence là-dessus. Bonjour, René Pascal, retraité du secteur bancaire et ancien conseil financier. À défaut d'avoir suffisamment d'ETI, nous avons la chance de voir fleurir de plus en plus de start-up, et on a de beaux exemples ici. Quid de l'évolution de l'open innovation? Il y a des groupes qui bougent depuis quelque temps. Cette tendance a tendance à s'accélérer. Quel est votre regard là-dessus? Parce que je pense qu'effectivement, comme vous le disiez tous, il faut agir vite. Et des groupes sont de plus en plus visibles. Et je pense que c'est très, très important. Qu'en pensez-vous? Alors, je vous laisse démarrer la réponse. Puis après, sur l'open innovation, là, je crois que vous avez tapé directement à la bonne personne. Oui, il y avait un élément de réponse qui était un petit peu lié sur les deux questions, sur conscience et nouvelles activités, etc. C'est que nous, par rapport aux grands groupes, justement, quand on va les voir, parce que c'est quand même nos interlocuteurs principaux, la première chose qu'on a à faire, c'est une démarche de prise de conscience et d'évangélisation. Parce que ces problèmes d'objets connectés, de données qui va beaucoup plus loin que le réseau de l'entreprise, c'est quelque chose en fait qui est extrêmement dur à ancrer dans la conscience collective. Et nous, on est face à un petit peu deux types d'entreprises, à deux pôles extrêmes de la compréhension et de la conscience. On va avoir d'un côté ceux qui sont dans le déni total, qui jouent un peu malheureusement à la politique de l'autruche et qui vont fermer les yeux sur ça en se disant « Zut, en fait, cette technologie d'intelligence artificielle, ça nous ramène de nouveaux problèmes et moi, j'ai déjà des problèmes à gérer. » Donc on a ce genre de comportement. Et à l'inverse, on a plutôt les... Fréquent, par rapport statistiquement Honnêtement, c'est trop fréquent. Je dirais 20% des gens qu'on rencontre. Ce que je trouve triste pour des grands groupes qui souvent en plus se disent en avant sur l'innovation, etc. Mais c'est une première réaction, c'est normal par rapport au changement de régime comme ça. Est-ce que derrière, vous arrivez à faire évoluer rapidement le point de vue, ou est-ce qu'on est dans une posture finalement de blocage sur ces 20% de... Je dirais que sur ces 20%, il y a un tiers. Il y a un tiers qu'on va réussir à changer et qui va faire partie de ce qu'on appelle un peu la late majority, qui va rejoindre après le produit et accepter beaucoup plus tard. Ensuite, vous avez ceux au milieu qui vont rester très durs à convaincre et qui vont mettre énormément de temps en fait, à être travaillés au corps en fait, pour comprendre le produit. Et après, vous avez ceux qui sont à l'extrême inverse, qui, eux, sont carrément dans une situation presque de prédation par rapport aux startups, qui vont comprendre la valeur et l'intérêt de l'innovation et vont essayer de l'internaliser chez eux, soit par un rachat très très tôt de la start-up quand elle est encore toute petite, soit en faisant un petit peu de l'intrapreneuriat ou ce genre de choses, ce qui peut marcher certaines fois, mais qui parfois est gêné par la dynamique des grands groupes qui mettent un peu de temps à mettre les process, etc. Donc c'est vraiment ce genre d'acteurs qu'on voit, donc c'est 20%. Après vous avez 70% qui est à peu près normal, qui va comprendre rapidement l'innovation et l'adapter. Et après, vous avez les 10% qui sont pour nous les plus précieux, qui sont beaucoup plus avant-gardistes, qui sont des grands groupes qui ont très bien compris cet enjeu, qui en ont pris la conscience, qui se l'approprient et qui vont même jusqu'à accompagner les startups dans l'innovation, qui vont être moteurs de développement pour nous, en fait. Et ça, on les compte sur les doigts de la main, mais par contre, c'est vraiment des entreprises excellentes et qui sont nos partenaires. Oui, pour répondre aux deux questions, comment ça va créer de la valeur? Il y a un axe, c'est la pratique, l'usage. Je pense qu'il faut qu'on parle d'usage et il faut qu'on se mette dans le bain tout de suite. On ne peut pas bluffer sur tous ces sujets-là. Soit vous connaissez, c'est comme si on me disait, est-ce que tu peux prendre les commandes d'un Airbus ou pas? Si tu n'as pas fait l'école de formation, tu ne peux pas la faire. Ben, c'est la même chose. Et il ne faut pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas. La pire des choses, c'est qu'on ne sait pas. Moi, je m'amuse souvent quand on me dit en combien de temps tu peux voir si un COMEX fonctionne bien, mais je dis, ben voilà, on va mettre ça sur la table, dans 10 minutes, on va savoir. On pose 5 questions majeures d'usage. On regarde comment les gens prennent leurs notes. C'est-à-dire qu'avant même de penser à l'IA très avancée, le prédictif, etc., comment les gens prennent leurs notes? Comment ils architecturent? Est-ce qu'ils le prennent dans leur cahier à spirale et est-ce qu'ils le soir, ils recopient tous les trucs pour donner des instructions à leurs collaborateurs? Mais ça, c'est terminé. Ça, il faut que ça change. Donc en fait, c'est en train de changer et de ne pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas. Du coup, ça, c'est le premier point, le pratique. Et ensuite, la mixité des tranches d'âge, des origines, des expériences. Et donc ça répond à votre question aussi sur le sujet de l'open innovation.
On est une grande nation, c'est pour ça que je vous disais 330, non, on s'est trompé, pardonnez-moi, c'est 3330 000. C'est cette notion de multiple qui fait qu'en travaillant sur les multiples et en étant capable d'interopérer les multiples de la richesse de notre cerveau français, de nos cerveaux français, eh bien on est capable d'interopérer, tout en faisant émerger des écoles 42, où il ne s'agit pas d'avoir fait Polytechnique pour avoir un sens commun de l'intelligence multiple. Voilà, c'est vraiment une notion qui est multiple. Donc là, il y a plein de sources d'espérance, mais en revanche, notre séquentiel n'est plus le même. Il faut vraiment être exigeant sur le passage à l'acte du 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui n'a rien à voir avec le plan à 7 ans. J'étais avec des ingénieurs de l'armement tout le week-end dans le domaine de la défense, vous savez. On parle de programme pour 2027. Et les mecs, c'est juste même pas pensable. Et même si c'est à toutes les raisons d'être. Comme il va falloir complètement changer nos modes de ce qu'on pensait il y a encore 2 ans. Voilà, l'agilité est déterminante, et pour ça, mixité et confiance et fierté commune. Merci. Pas de frustration. Vous allez tous être intervenus comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.